France Initiative. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil des ministres de l'Union européenne, le co-législateur de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres par domaine d'activité, en étroite coopération avec la République tchèque et la Suède, qui composent le trio des présidences tournantes dans lequel Paris inscrit son action. C'est une formidable opportunité pour renforcer l'influence de la France en Europe, mais aussi pour renforcer l'influence de l'Europe dans le monde, notamment au travers de ce que l'on pourrait appeler la guerre des normes. Ainsi, plusieurs initiatives sont en cours de négociation, avec notamment la régulation du numérique, la taxe carbone aux frontières, le SMIC européen, la réforme de Schengen ou encore la construction d'une Europe de la défense. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Daniel Guéguen, qui est un lobbyiste très reconnu au sein de la Brussels Bubble. Vous seriez même le lobbyiste en exercice le plus ancien de Bruxelles. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Près de 50 ans de carrière. Je ne sais pas s'il faut s'en flatter d'ailleurs. Vous maîtrisez toutes les arcanes, parfois fort complexes des institutions européennes. Vous êtes même un expert, dit-on, de la comitologie. Vous enseignez au Collège de l'Europe à Bruges et vous avez écrit de nombreux ouvrages, de nombreux articles, dont L'Europe à contresens en 1999 et plus récemment, en octobre 2021, Lobbyiste, révélation sur le labyrinthe européen. Alors Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Avec vous, nous aimerions faire le point sur la véritable influence de la France en Europe. Dans votre livre, vous parlez d'un tournant en 1993 avec l'entrée en vigueur du marché unique. Et vous dites que c'est un tournant à la fois dans la construction européenne, mais aussi dans une perte d'influence dans la France en Europe. Alors expliquez-nous pourquoi. Une perte d'influence, d'abord, je dirais structurelle, parce que, évidemment, plus l'Union européenne s'élargit et plus elle se dilue. Donc, l'élargissement de 1995 avec la Suède, la Finlande et l'Autriche a complexifié la donne et par conséquent rendu plus compliqué la présence et la prédominance française à Bruxelles. Mais ça, c'est une raison structurelle. Il y a des tas d'autres raisons qui, malheureusement, expliquent le glissement de l'influence française à Bruxelles vers le bas, la perte d'influence de la France à Bruxelles, et ce depuis de nombreuses années, je dirais certainement depuis une bonne vingtaine d'années. On peut peut-être explorer ensemble les différents éléments auxquels j'ai réfléchi dans l'attente de vos questions. La première raison est toute bête, mais enfin c'est quand même important, c'est la capacité linguistique. Les Français ne sont pas ce qu'on fait de mieux en ce domaine. On voit comment les Scandinaves, les Hollandais, ces gens maîtrisent parfaitement les langues. Et non seulement l'anglais est devenu ultra dominant à Bruxelles, mais au fond, les Français ne défendent pas leur langue. Je fais partie des rares vieux dinosaures, moi, qui se mobilisent pour essayer qu'on continue à parler français dans mon entreprise, d'avoir toujours une version française d'un document. Et encore une fois, c'est très rare. Ensuite, il y a d'autres raisons. Je dirais que au fond, les Français sont restés sur les vieux réseaux. Les Français sont restés sur les schémas anciens, sont restés sur le bon vieux temps de la politique agricole commune, le bon vieux temps de la direction générale de l'agriculture, les bons vieux réseaux à l'ancienne avec les États membres. Au Parlement, on reste sur les réseaux français, on va voir ces députés français. On est dans cette logique à la française, très centralisée. On ne comprend pas, au fond, les nouvelles problématiques telles qu'elles fonctionnent. C'est particulièrement fâcheux. Ensuite, les Français ne sont pas des hommes ou des femmes de réseau. Oui, les Français ont des réseaux, mais ce sont des réseaux thématiques. Des réseaux de Légion d'honneur, des réseaux d'École nationale d'administration. Ils ne sont pas des hommes d'un réseau global qui est indispensable à Bruxelles. Et les anglo-saxons sont beaucoup plus, c'est-à-dire les universités anglo-saxonnes, sont beaucoup plus dans le réseau que les universités ou les grandes écoles à la française. Et puis, dernier élément peut-être que je trouve très important, moi, dans sa nature, si vous voulez, le lobbying à la française est un lobbying par le haut. Chaque fois que je rencontre, moi, un prospect français qui souhaite travailler avec moi, à chaque fois, sa demande est d'aller voir le commissaire, d'aller voir le directeur général, alors que celui qui tient le porte-plume est en réalité celui qui détient le pouvoir à Bruxelles. Il y a donc un manque de compréhension des mécanismes d'influence à Bruxelles, toutes ces choses faisant que la perte d'influence française à Bruxelles est considérable et extrêmement regrettable. Se rend compte à quel point la plupart des pays ont une très bonne représentation régionale à Bruxelles. Alors évidemment l'Allemagne, il n'y a qu'à voir le bureau
de la Bavière au pied du Parlement européen. Mais même les autres Länder ont une représentation importante. L'Italie du Nord est très très bien représentée, l'Autriche, les pays scandinaves, l'Irlande beaucoup. Et notre preuve en France, avec ces régions, alors à une époque, il y avait 22 bureaux régionaux, vous imaginez, à Bruxelles. Maintenant, évidemment, ça s'est regroupé un peu, mais ça reste petit bras, quoi. C'est petit bras, petit bras, petit bras, quoi. Et donc, ça ne va pas. De la même façon, là aussi, autre élément important, le MEDEF, la représentation du MEDEF à Bruxelles, c'est lamentable, mais je le dis on the record, vous pouvez maintenir ça dans la bande, parce que je le dis depuis des années, des années, des années, et rien n'y fait. Quand vous comparez la représentation du BDI britannique et l'équivalent allemand, vous avez là des structures extrêmement importantes avec un nombre significatif de collaborateurs. La représentation du MEDEF à Bruxelles, mais c'est une personne et un stagiaire ou un VIE, c'est invraisemblable, c'est incompréhensible. J'ai fait beaucoup de démarches personnellement auprès des autorités que je connaissais du MEDEF pour essayer que la situation en change, en pure perte. Et c'est maintenant pourtant l'ancien patron, l'ancien président du MEDEF qui est le président de Business Europe, et rien n'y change, rien n'y fait. C'est vraiment des exemples à citer comme de mauvaises pratiques contre lesquelles il faut se battre. Et là, puisque vous faisiez référence au président de la République, je pense que lui a quand même l'autorité par rapport au MEDEF de leur expliquer que Bruxelles, peut-être c'est important et que c'est là qu'il faut être et c'est là qu'il faut mettre des ressources et pas ailleurs. On dit aussi d'ailleurs que la France est très mauvaise pour aller chercher des subventions. Oui, je pense que c'est vrai aussi. Alors, c'est un domaine que j'ai moins pratiqué, mais quand même, j'ai pratiqué. Alors, j'ai obtenu pas mal de subventions pour le monde agricole ces dernières années dans le cadre des fonds de promotion agricole. Je pense que la France n'est pas très douée. Il y a d'ailleurs énormément de fonds qui ne sont pas affectés parce qu'il n'y a pas de demande. Donc là, c'est certainement un point aussi. Il y a beaucoup d'ailleurs. Mais j'ai essayé, par exemple, de sensibiliser les entreprises à ce New Generation, Next Generation EU, où il y a énormément d'argent. C'est assez mou, ça ne répond pas, vous voyez. Et là encore, c'est la concentration. Il faut se concentrer sur des priorités. Alors, je pense qu'il ne faut pas être un chasseur de primes. Je pense que obtenir des subventions fait de vous quelqu'un qui est partenaire de l'Union. C'est important pour l'image, etc. Mais ça doit s'accompagner, ça doit être dans un environnement construit et pas simplement je demande des subventions pour avoir des sous et bye bye, je fais ce que je veux après. Et ça doit, encore une fois, être dans une stratégie réfléchie. C'est très important pour une entreprise ou un secteur industriel d'avoir une visibilité, d'être crédible aux yeux des institutions. La crédibilité, c'est très important. Le mot crédibilité est probablement l'actif le plus important d'un lobbyiste et le réseau est certainement son deuxième actif le plus important. Vous voyez, et là, il n'y a pas de fatalité, quoi. Faut travailler. C'est un métier, on n'est pas 35 heures semaine. Hein. Je veux dire, en principe, un bon lobbyiste, le mercredi midi, il a déjà fait ses 35 heures. Hein. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot justement sur, en plus de ce constat, j'imagine, en termes de fonctionnaires français, j'ai cru comprendre qu'il y en avait aussi de moins en moins dans les cadres dirigeants, peut-être aussi des lobbyistes français. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, enfin en comparaison de d'autres. Alors maintenant, les Britanniques, j'imagine, sont un petit peu moins présents, quoique ils doivent avoir beaucoup de choses encore à négocier. Mais comment vous les comparer par rapport à d'autres nationalités? Je les qualifie de pas faisant partie des meilleurs élèves. Et je suis navré. D'abord, il faut reconnaître que les autorités françaises ont très négligé pendant des années et des années la situation des fonctionnaires français à Bruxelles. On peut avoir une satisfaction, c'est la représentation permanente de la France dont chacun s'accorde à reconnaître qu'ils sont très professionnels, disponibles et ça depuis longtemps. Ça, c'est un point d'excellence sans aucun doute, mais pour le reste, on ne s'est jamais guère intéressé à la position de tel ou tel fonctionnaire de nationalité française qui travaille à la commission. On a laissé faire. Dans certains cas, c'est même apparu comme étant un handicap pour la carrière du fonctionnaire. Donc, on a profondément négligé tout ça, contrairement à d'autres pays comme l'Irlande, encore une fois, ou les Scandinaves. C'est extrêmement regrettable.
Ce qui est très regrettable aussi, je trouve, moi personnellement, c'est la présence des Français à la tête des grandes organisations professionnelles européennes, des associations européennes professionnelles. Ça a été une chasse gardée française à une époque. À une époque, la plupart des grandes associations professionnelles européennes étaient basées à Paris. D'ailleurs, le sucre que j'ai représenté, moi, a été basé pendant longtemps à Paris, puis on est parti à Bruxelles. Et c'était une chasse gardée française, encore une fois. Aujourd'hui, quand on regarde quels sont les Français qui dirigent une association européenne, même de taille moyenne, c'est le désert. Vous avez encore le sucre, vous avez la betterave, vous avez trois, quatre autres. Maintenant, essentiellement, ce sont des Hollandais, des Scandinaves, des Britanniques, des Irlandais, des Italiens, pour des raisons, là encore, assez mystérieuses, quelque part. Peut-être aussi un problème de formation au niveau des universités. Il y a énormément d'universités qui ont ouvert des masters en affaires européennes, mais là, un peu dans l'intellectualisme. Et le lobbying n'a rien d'intellectuel. C'est basé sur le cerveau, il faut avoir un truc qui fonctionne. Mais c'est très pragmatique. Hein. Le lobbying, c'est avoir les deux pieds dans le sol, on n'est pas dans les états d'âme. Hein. Et là, donc, on a formé des lobbying assez intellectuels quand il aurait fallu utiliser des praticiens pour leur expliquer comment ce métier fonctionnait in concreto. Alors, avant d'aborder les solutions, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment d'opportunité finalement pour la France? D'une part, parce qu'il y a il y a eu le Brexit. Et donc, on peut penser que la France va avoir un rôle un peu plus moteur dans les années à venir sans les Britanniques. Et l'autre question que je vais vous poser, c'est quand même, est-ce que depuis 5 ans, on a un président très pro-européen? On a aussi comment, une délégation importante, notamment dans un groupe central, qui est le groupe Renew au Parlement européen. Est-ce que tout ça fait que la France, finalement, est à un moment où elle pourrait un peu renforcer son influence? Alors, c'est une question délicate. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Je pense que de toute façon, toute situation de crise est une situation favorable par principe. Je pense que le terrain est très peu fertile, encore une fois. Je vois dans ma propre société le mal que j'ai à maintenir une culture francophone, francophile. Les gens, les partenaires, pour 80% d'entre eux ont un très bon français, mais la langue véhiculaire, c'est l'anglais. Les jeunes collaborateurs travaillent en anglais. J'ai beaucoup de mal à faire percevoir aussi une culture française, parce que la culture française est importante pour l'influence, une sorte de sophistication. C'est très important, cet aspect-là. Maintenant, pour reprendre plus précisément vos deux questions, évidemment, le fait que l'actuel président de la République soit un pro-européen affirmé est un point positif. Maintenant, je dois, par honnêteté, dire que Bruxelles ne fonctionne pas comme une armée. À Bruxelles, on ne donne pas d'ordre. À Bruxelles, on négocie. À Bruxelles, on essaie de convaincre. On est dans un système beaucoup plus de discussion, de coalition. Vous voyez, on n'a pas, encore une fois, cette verticalité à la française, ce qui est ici vraiment le premier point. Deuxièmement, moi, je crois que c'est bien d'avoir des grandes visions, des grandes problématiques européennes, mais je pense qu'il est important de s'intéresser aussi au quotidien, à la vie au quotidien. Et je pense que Clément Beaune, là, qui est un ancien du Collège d'Europe où j'enseigne, a un rôle important à jouer. Autrement dit, il y a toute une série de choses à mettre en place qui n'exigent pas une réforme des traités. Si on va aller vers une réforme des traités, on ne va pas y arriver à 27 parce qu'il faut l'unanimité. Par exemple, de faire un code administratif. Je crois que c'est très important de créer un code administratif qui exclut le pouvoir d'interprétation de la Commission. C'est également très important d'avoir plus de rationalité dans la gestion des agences, par exemple comme l'agence sur la sécurité des aliments ou l'agence sur les médicaments. Il y a toute une série de choses comme ça qui doivent être remises en place sur le fonctionnement de la Commission, lutter contre l'autonomie des différentes directions générales, faire en sorte que la rotation des hauts fonctionnaires tous les 5 ans ne soit pas, au fond, une mauvaise idée. Vous voyez, il y a toute une série de problématiques où il faut, quelque part, repenser de manière plus professionnelle, plus efficace l'Europe au quotidien. Maintenant, par rapport au Parlement européen, moi, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, je pense que d'abord le Parlement européen est un faux Parlement puisqu'il n'a pas de pouvoir d'initiative législative, ce qui est certainement quelque chose à laquelle il faudrait penser, mais les conditions ne sont certainement pas réunies. Mais je pense aussi que le rôle du Parlement est très dévalorisé de par la généralisation des trilogues, au fond, qui font que le législateur ne légifère plus en pratique. Ce sont des petits groupes dans des salles obscures qui mettent au point les cadres juridiques législatifs
Ensuite, toute la substance réglementaire est gérée par cette fameuse comitologie dont vous parliez, qui se trouve être une véritable boîte noire. Donc, il y a là des problèmes, au fond, de démocratie, puisque la bureaucratie, quelque part, induit un affaiblissement démocratique. Et je crois que ça doit être là pour l'actuel et le futur président de la République, qui sera peut-être le même que l'actuel, de prendre cela en compte et d'avoir au moins une vision géostratégique de l'Union, mais plus une vision opérationnelle de son fonctionnement au service de 450 millions de citoyens européens. Alors justement, bon, là, vous avez commencé un petit peu à nous parler des solutions, mais alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour renforcer l'influence de la France dans les institutions européennes? C'est un sujet très délicat. Je pense qu'il faut d'abord une volonté politique d'agir au niveau que j'indiquais, si vous voulez. Surveiller ou faciliter la carrière des fonctionnaires européens de sa nationalité. Faire en sorte que dans les associations professionnelles européennes, la place des Français soit mieux reconnue, soit promue. Encore une fois, le terrain n'est pas fertile puisque la place a été occupée par d'autres. C'est également vrai pour la presse. Moi, j'ai eu des activités de presse assez substantielles dans le passé avec le groupe Europolitique notamment. Et au fond, les tentatives que j'ai faites de regrouper des agences de presse francophones a échoué et la place a été prise par Politico. C'est Politico qui est dominant, même si maintenant Contexte commence à dresser un peu l'oreille et apparaître comme des acteurs. Donc il y a eu au fond un renoncement à une forme de snobisme, si vous voulez. On est assez dans une forme de snobisme où les jeunes Français trouvent ça hyper chic de faire semblant de parler un bon anglais alors qu'ils parlent généralement un mauvais anglais, mais ça fait très chic d'employer des mots. Ça. Je suis frappé de voir des tas de Français dans des réunions qui parlent anglais entre eux. Je trouve ça totalement grotesque. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça si ce n'est le dénoncer et sinon chacun pour soi d'essayer de faire en sorte que notre belle langue soit valorisée. Moi, si vous voulez, je n'aime pas dire que je suis fier des Français. Je n'ai pas une fierté d'appartenance. Je suis content d'appartenir à un pays qui a une telle culture et un tel rayonnement intellectuel. Mais il faut que chacun s'en rende compte, qu'on n'ait pas de complexe et que l'on ait la volonté véritablement de garder nos qualités propres et en même temps d'être capable de concurrencer les représentants d'autres pays qui n'ont aucune raison d'être prédominants à Bruxelles, parce que parler un mauvais anglais, c'est pas une fatalité. Être toujours à vouloir rencontrer les commissaires plutôt que les desk officers, c'est pas une fatalité non plus. C'est pour ça que j'écris mon livre. D'ailleurs, c'est pour sensibiliser les gens, si vous voulez, où le lobbying, c'est un métier compliqué. Et donc, les représentants d'intérêt, c'est un métier compliqué. Donc, il faut rentrer par la bonne porte si on veut arriver à monter les différents étages. Alors, ce sera la dernière question, mais on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent. Et qu'est-ce que ça serait pour vous les deux, trois pistes, peut-être les deux, trois secrets que vous pourriez partager avec eux si jamais ils avaient un dossier à négocier à Bruxelles? Comment on fait finalement pour être influent? Mais c'est assez facile au final. Si vous voulez, s'il fallait que je résume en 2 mots mon métier, je dirais que c'est assez paradoxal d'ailleurs. Pour moi, un pro du lobbying, c'est quelqu'un qui en même temps a de l'empathie, parce qu'on travaille à patte humaine, on parle avec des gens, le réseau, etc., et du leadership. Il n'y a pas d'influence sans leadership. Or, de moins en moins, il y a du leadership. Vous voyez, on est dans le politiquement correct. Bruxelles est très politiquement correct, donc on n'ose pas. Et je suis frappé de voir à quel point, au fond, les gens ne savent plus faire de lobbying. Et on fait de l'analyse, on étudie, on fait de la veille, on fait toutes ces choses, on se parle. On ne fait pas de lobbying. Le lobbying, c'est l'action. On est un vrai lobbyiste quand on est dans l'action, quand on est influent, on pousse, on réussit ses dossiers. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est que le lobbying n'est pas réservé aux grandes entreprises. Je cite dans mon livre un dossier qui s'appelle le dossier Orfacol, qui est l'autorisation de médicaments orphelins, qui a été une terrible bataille technique et médiatique au début des années 2010, 2013, 2012, qu'on a gagné. Et le client était un tout petit laboratoire pharmaceutique qui faisait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Et donc, on a réussi, vraiment, c'était un très beau dossier. Ensuite, c'est la capacité d'aller sur les priorités. Les gens se dispersent trop.
encore une fois, il faut choisir son angle, il faut choisir son dossier et il faut travailler sur son dossier. Ouais, la dispersion, la multiplication des tâches est l'antithèse du lobbying. Ensuite, il faut avoir, au fond, dans le passé, un lobbyiste, c'est très simple. C'est quelqu'un qui connaît un dossier technique, qui identifie 3-4 personnes de la commission qui va aller voir et faire du lobbying. Aujourd'hui, il faut une compétence technique reconnue, très important. Il faut avoir la capacité de comprendre les processus de décision, les exceptions, dérogations. Il y a peu de gens qui font ça. Et 3, d'avoir une capacité de communication très forte. Parfois, vous avez ça en une seule personne. Parfois, il faut créer une équipe. Vous voyez, il faut être dans le project management, il faut être dans la gestion de projet. Et c'est au travers de la gestion de projet. Moi, je dis dans mon livre, et je le dis tâche comme je le pense, pratiquement tous les cas de lobbying sont gagnables. Et en général, on les perd parce qu'on est trop tard, les gens sont trop tard, parce qu'ils trouvent de faux prétextes. Oui, j'ai pas de budget, j'ai pas le temps, je sais pas, je veux pas, je peux pas. Manque de priorisation des dossiers. Vous voyez, le dossier, c'est très basique, c'est très concret. Et si on réussit, il faut avoir vraiment la volonté d'agir. Question subsidiaire, si je suis entrepreneur, est-ce que je peux, par exemple, me faire aider par la représentation permanente française? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, même moi, même un lobbyiste, tu l'es, un lobbyiste professionnel d'expérience, quand il reçoit un nouveau dossier, il fait deux choses immédiatement. Il va d'abord contacter le desk officer dans la direction générale compétente, et 2, il va contacter l'attaché de la représentation permanente du pays qui a la présidence, donc en l'occurrence ici la France, ou du pays qui connaît mieux, c'est-à-dire son pays d'origine. Ça, c'est les portes d'entrée. Maintenant, la RP française, bien sûr, peut servir de relais par rapport à l'administration nationale, voire même par rapport au ministre. C'est très important d'avoir le contact avec eux. Mais ce n'est pas eux qui vont faire vos positions paper, ce n'est pas eux qui vont aller voir les fonctionnaires de la commission à la place du client. Donc, le client doit s'impliquer. Et c'est clair que la représentation permanente, et notamment d'ailleurs dans le dossier Orfacol que je citais, on a été très soutenu par la représentation permanente de la France, y compris dans l'obtention d'informations, etc. Dire qu'ils ont eu un rôle très important dans ce dossier difficile. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Daniel Guéguen. Merci. Ce fut un plaisir.